Champs-Élysées où nous recevons Patrick Mbeko, auteur géopoliticien qui n'est plus à présenter, auteur du livre Les Canada dans les crimes en Afrique centrale et qui en prépare un deuxième. Nous allons brosser avec lui l'actualité géopolitique africaine, qu'on ramènera bien sûr au Congo, et puis d'autres sujets d'actualité. On parlera aussi du livre qu'il compte publier sur la Libye. Bonjour Patrick Mbeko. Bonjour Kervin. Patrick, vous vous êtes fait une réputation ces derniers temps d'être proche de M. Mbanda. Vous confirmez ou vous infirmez? Quand on compare proche de M. Mbanda, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous êtes proche de sa philosophie politique, de son idéologie, vous êtes proche de l'appareil comme son mouvement. Je ne dirais pas que je suis proche ou pas de l'appareil. Je pense que M. Ndori Mbanda a une vision du Congo, a une approche que moi j'apprécie bien. D'abord, je tiens à dire que je ne suis pas membre de l'appareil et M. Ndori Mbanda l'a dit lui-même. Mais je pense qu'il y a une seule vérité dans les événements qui se déroulent au Congo. Et je pense que M. Ndori Mbanda nous avait averti, il y a de cela 8 ans, je crois, en publiant un ouvrage sur les crimes organisés en Afrique centrale. Un ouvrage qui est de référence, je tiens à rappeler, qui a été préfacé par Charles Lonana. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que Charles Lonana est aussi membre de l'appareil. Tout comme on ne peut pas dire que Pierre Péan est un membre de l'appareil. Et pourtant, il dit lors de la conférence à Paris qu'il partageait certains points relevés par l'appareil dans ses publications. Donc moi, je partage certains points relevés par l'appareil, même aussi relevés par d'autres plateformes politiques et autres penseurs congolais africains sur le Congo. Donc moi, je ne dis pas que être membre de l'appareil, c'est mauvais. C'est tout simplement que on dit souvent qu'idéologiquement, vous êtes proche de lui. Moi, je voulais tout simplement c'est quoi l'idéologie de l'appareil? Si l'appareil dit qu'elle veut un Congo libre et indépendante de toute immigration étrangère, je partage cela, tout comme la majorité des Congolais. Donc je pense que toutes les personnes qui veulent un Congo libre, libéré du joug des puissances impériales, ne sont pas des gens de l'appareil-co. Donc je dirais simplement que l'appareil-co a une idéologie, parle de certaines affaires qui concernent notre pays, que je trouve pertinentes et que je partage, tout comme le reste des gens, que ce soit dans notre plateforme politique congolaise. Pour vous servir toujours, on vous reproche souvent d'être un anti-tshisekédiste. Que répondez-vous par rapport à ces accusations? Je ne suis pas un anti-tshisekédiste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons cette capacité d'analyser à froid les problèmes de notre pays. Nous avons un problème, c'est que là, tantôt, il y a des gens qui disent que je suis de l'appareil, d'autres disent que je suis anti-tshisekédiste, d'autres encore, maintenant, va-t-on dire que je suis, va-t-on dire aussi que je suis anti-Mandela, anti tout ce qu'on veut? Non, anti-Dalai Lama, non, j'ai écrit sur toutes ces personnes. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ceux qui me reprochent d'être un anti-tshisekédiste, ce sont les tshisekédistes et personne d'autre. Mais moi, je trouve quand même curieux que nous n'interrogeons pas aujourd'hui certains faits politiques qui se déroulent dans notre pays. M. Tshisekedi est une figure politique importante, que je respecte beaucoup. Si mon père était vivant, il serait plus âgé que mon père. Donc M. Tshisekedi est déjà comme un père pour moi. Donc je ne peux déjà pas lui manquer de respect. Mais étant un homme politique, un homme public congolais, nous avons le droit de juger son travail, sa démarche. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi, je porte un jugement sur la démarche de l'homme, pas sur l'homme lui-même, mais sur sa démarche politique. Et quand M. Tshisekedi dit qu'il attend ou qu'il appelle la communauté internationale à intervenir dans les affaires congolaises, moi, ça me met mal à l'aise parce que ça fait quand même 50 ans que nous pérorons, que nous sommes indépendants. Et je suis frappé de voir un homme politique congolais appeler cette soi-disant communauté internationale pour intervenir dans nos affaires. Le peuple congolais compte sur lui, mais lui compte sur d'autres. Ça n'a pas de sens. Si dans une maison, les enfants comptent sur un papa qui compte sur les autres, à quoi sert ce papa? Voyez-vous, je critique la démarche de M. Tshisekedi. Et je tiens à rappeler, je tiens quand même à dire aujourd'hui, je veux le dire aujourd'hui à nos compatriotes congolais. Pierre-Louis, je pense que M. Tshisekedi n'a pas la trempe de Yasser Arafat. Disons-nous la vérité, ou demandez-la. Et pourtant, quand Yasser Arafat a commencé à s'acoquiner les puissances occidentales, la jeunesse palestinienne l'a sanctionné
en élisant le Hamas. En Afrique du Sud aujourd'hui, dans plusieurs pays d'Afrique, la jeunesse ne s'identifie pas à Nelson Mandela qui a fait des pactes avec les Occidentaux, mais à Robert Mugabe qui résiste. Donc pourquoi au Congo, cette jeunesse restera là à camper sur une personne qui s'acoquine aux puissances occidentales qui nous foutent dans cette misère? Donc critiquer la démarche de M. Tshisekedi ne fait pas de moi un anti-tshisekédiste. Entre Tshisekedi et celui qui est au pouvoir, le choix est clair. Mais il faut quand même, cela ne veut pas dire que nous allons donner carte blanche à M. Tshisekedi quand il pose des actions ou se tait quand le peuple a besoin de l'entendre. Alors, vous avez publié sur votre mur Facebook, que je consulte souvent, les jours où moi j'ai publié La mort de M. Desmarais, dont vous parlez largement dans votre dernier livre par rapport à toutes les sociétés minières qui contrôlent et à son implication dans la guerre à l'est du Congo. Lorsque j'ai tout simplement publié que M. Desmarais est décédé, vous avez dit qu'il a rencontré certaines personnes de la classe politique congolaise. Quelles sont ces personnes? Effectivement, je tiens à dire ici qu'il y a eu des démarches, entre autres de M. Tshisekedi auprès de Power Corporation, de M. Desmarais. Il y a eu la démarche, il l'a d'ailleurs reconnu plus tard, de M. Tshisekedi auprès des multinationales canadiennes qui pillent le Congo. Donc voilà des sujets qui doivent nous emmener à interroger parfois ou même à critiquer certaines démarches de nos hommes politiques. Et parmi les hommes politiques, je dirais l'homme politique qui a rencontré des intérêts canadiens, et je sais, j'ai des preuves, j'ai certaines preuves ça, que je mettrai dans un livre sur le Congo à venir après mon livre sur la Libye. Il y a M. Etienne Tshisekedi, il ne faut pas se le cacher. Quand j'ai révélé pendant la campagne que M. Tshisekedi avait eu de contact avec des intérêts miniers canadiens, j'ai été critiqué. 4 mois plus tard, M. Tshisekedi l'a reconnu lui-même lors d'une interview avec Colette Braquois. Semi Kebaladi aussi, il a été très critiqué. Voilà, tout à fait. Le problème c'est ça, c'est que nous sommes trop émotifs quand nous abordons les questions importantes nous concernant. Nous devons mettre de côté l'émotivité parce que ceux qui tuent au Congo, ceux qui nous oppressent aujourd'hui, ne sont pas émotifs. Ce sont des gens qui prennent le temps de nous déstabiliser et de nous foutre dans un système de chaos permanent. Et si nous avons en face de nous des hommes politiques qui ne comprennent pas cela ou qui n'ont pas une vision très large des enjeux, nous devons commencer à remettre en question peut-être leur probité intellectuelle, leur engagement dans ce combat. Le combat que nous menons aujourd'hui, le combat de cette jeunesse, moi je ne suis pas quelqu'un d'aliéné, je ne suis pas complaisant quand il y a de la médiocrité, je ne suis pas complaisant quand il y a des choses qui ne marchent pas bien. Parce que ça fait quand même plus de 6 millions de personnes assassinées, tuées, des femmes qui sont violées. Il ne faut pas être complaisant quand des hommes politiques prennent une position où ça coquine des intérêts qui sont à l'origine de ces misères. Que pensez-vous des Kamere? Je pense qu'il faut dire honnêtement, M. Kamere est l'un des hommes politiques congolais les plus brillants, mais c'est aussi l'un des hommes politiques congolais que je considère un peu trop démagogique. Et je sens, pour moi, M. Kamere est quelqu'un qui veut à tout prix le pouvoir, c'est ce que je perçois. Et c'est très dangereux, parce que quand on veut à tout prix le pouvoir, on est prêt à saisir toutes les mains qui nous le proposent. Et nous l'avons vu dans le cas de notre pays, l'histoire est parsemée de leçons. Dans notre pays, on l'a vu, ceux qui ont chassé le président Mobutu, qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila, étaient soutenus par des puissances qui ne partageaient pas les mêmes intérêts que le peuple congolais. Mais étrangement, les mêmes puissances, quand elles ont décidé de lâcher Laurent Désiré Kabila, elles sont allées chercher des Congolais qui n'ont rien compris, qui sont revenus avec eux. Nous avons eu des gens Pierre Bemba qui sont coquinés les puissances avec Danda, des gens comme Mende et des autres qui étaient avec les Darcy de Gouva. C'est ça la réalité de l'histoire congolaise. Ce manque de conscience historique. Il y a une amnésie sur le plan historique qui me frappe. Et je pense que cette jeunesse doit y remédier. Alors vous avez fustigé justement cette amnésie sur le plan africain. Certains présidents africains, entre autres Laurent Gbagbo, ont applaudi l'action de M. Kagame qui, selon eux, lutte contre l'impérialisme. Et vous avez même publié quelque chose là-dessus. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Oui, ce que j'essaie de dire, c'est que je viens discuter avec des responsables africains, j'ai discuté avec des diplomates africains, même ici à Paris. Je fais partie des gens qui vont participer à la rédaction d'une note de travail qui sera remise au ministre des Affaires étrangères des États africains. Et ce qui me frappe, ce qui est frappant, c'est que les dirigeants africains n'ont pas une compréhension assez aiguë des enjeux en Afrique.
C'est comme s'ils étaient dans un monde propre à eux. Ils ne comprennent pas, je dirais, le fonctionnement du monde. Le président Laurent Gbagbo, dans sa guerre entre guillemets contre la France, avait félicité Paul Kagame pour son combat, pour son soi-disant combat contre la France. Mais ce que le président Laurent Gbagbo ne comprenait pas, c'est que Paul Kagame est lui-même un sous-traitant des intérêts anglo-saxons et israéliens. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous prenez le cas aujourd'hui de la CPI. Nous avons un grand débat sur la CPI. Pourquoi aujourd'hui ces chefs d'État s'agitent aujourd'hui autour de cette histoire de CPI? Simplement parce que certains amis sont inculpés et d'autres ont peur d'être inculpés. C'est ça la réalité. Or, si nous devons quitter la CPI, ça doit être une question de principe. Le CPI n'applique pas le droit et nous nous retirons parce que la CPI pratique ce que moi j'appelle l'impérialisme judiciaire. Donc, nous allons nous retirer de la CPI par rapport à cette réalité et non parce qu'on veut protéger certains amis. Et la preuve en est qu'ils ont encore de la difficulté à ratifier une note commune pour se retirer de cette cour. Donc, je parlais simplement de cette inconscience qu'ont certains hommes d'État africains sur des enjeux qui se déroulent aujourd'hui, sur des enjeux auxquels le continent africain fait face aujourd'hui. Alors, parmi ces enjeux, c'est l'impérialisme anglo-saxon, pas seulement, et qui est sous-traité par le Rwanda et l'Ouganda d'une certaine manière, et l'Afrique du Sud un peu plus loin. Comment voyez-vous l'avenir d'un pays tel que le Rwanda, surtout du président Paul Kagame? Non, le Rwanda, j'ai toujours dit, il y a deux pays que je considère comme de bombes à retardement. C'est le Rwanda et l'Afrique du Sud. Dans le cas du Rwanda, on nous fait croire que le Rwanda est un pays prospère. Il y a beaucoup de Congolais, d'Africains, surtout des Congolais très naïfs qui ne comprennent pas les enjeux, qui disent « Ouais, voyez-vous, le Rwanda se développe ». Le Rwanda ne se développe pas. Un pays qui reçoit 40% de l'aide étrangère pour appliquer ses propres programmes n'est pas un pays qu'on peut citer en exemple. Pareil pour l'Afrique du Sud. Mais pour revenir au cas rwandais que vous citez spécifiquement, c'est-à-dire que l'avenir, si on continue comme ça, on risque d'assister à un autre génocide, dans la mesure où il y a une grande partie de la population rwandaise, c'est-à-dire les Hutus, qui se sentent offusqués, qui sont frustrés, qui sont opprimés. Et tout cela se passe devant nous les Africains, devant une soi-disant communauté internationale qui applaudit et qui ne cesse de louanger le régime de Paul Kagame. Mais je dois dire aussi, d'après des informations que nous avons, des informations qui sont très fiables, c'est que le monsieur est en passe d'être éjecté. Il a fait son temps et je pense qu'il y a des puissances occidentales qui tiennent vraiment à l'éjecter. Mais le plus important, je crois, c'est aux Rwandais de savoir faire la part des choses et de comprendre que même si les puissances occidentales venaient aujourd'hui à éjecter Paul Kagame, elles ne le feront pas pour leurs beaux yeux, mais pour leurs propres intérêts. Pareil pour nous les Congolais. Donc c'est aux populations concernées de se responsabiliser face à l'histoire. C'est ça qui est beaucoup plus important. Vous avez eu un point de vue iconoclaste par rapport au génocide qui a eu lieu au Rwanda. Et ce point de vue vous vaut de foudre, par exemple, on vous a éjecté d'une conférence qui devait se tenir sur les génocides ici en France. Peut-on en savoir plus? Oui, moi j'étais contacté par des gens, par des Français, pour une conférence qui doit se tenir ici sur les génocides. Et donc, tout allait bien jusqu'à ce que j'apprenne que je n'étais pas vraiment très désiré. Et après avoir vérifié, je me suis rendu compte que mes propos sur le génocide rwandais et aussi sur les Juifs, parce que j'ai été interviewé par un Français sur la question juive, sur le soutien d'Israël à Paul Kagame, et j'ai expliqué que c'était un soutien qui avait des buts géopolitiques et économiques, et ça n'a pas plu, j'ai été éjecté. Mais ce n'est pas la première fois en fait, parce que même au Canada, il est arrivé que des universités refusent à ce que je participe, que je prenne part à certains débats sur le génocide au Rwanda, parce qu'il y avait des intérêts, il y avait des gens qui n'en voulaient pas, qui étaient contre ma thèse. Une thèse qui dérange parce que je suis en train de... J'ai dans mon livre en fait avancé une thèse qui n'était pas avancée jusque-là. Pour la première fois, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de génocide contre les Tutsis, mais je ne refuse pas. Je dis qu'il y a eu un crime contre l'humanité, mais il y a un vrai génocide contre les Tutsis. Et je le décris clairement pour tous ceux qui ont lu mon livre ont vu. J'ai fait la démonstration de tout cela et ça ne plaît pas parce que le cas rwandais, le génocide rwandais sert de prétexte à tout ce qui se passe au Congo. On doit justifier la présence au Congo des soi-disant génocidaires pour continuer à occuper la partie est qui est sur ressources par le Rwanda interposé. Voilà pourquoi aujourd'hui ma position sur le cas rwandais, notamment ce génocide, ne plaît pas. Et je suis devenu un peu personnellement grata quand il s'agit de discuter de la question dans certains cercles.
Est-ce que vous n'avez pas des amitiés qui gênent? Vous entendez bien avec M. Soral, là vous approchez M. Colomb, vous êtes avec Pierre Péan. Vous ne voyez pas que ce sont des amitiés qui, dans certains milieux, gênent? Bon, je dirais, moi d'abord, personne ne peut décider de mes amitiés. Ce sont des gens bien. J'ai rencontré Soral il n'y a pas longtemps, je l'ai vu, j'étais invité lors d'un événement chez Dieudonné, l'humoriste Dieudonné à la Main d'Or. Et j'ai discuté, j'étais bien accueilli, j'étais même surpris que des gens me connaissaient là-bas, hein, des Français, des Arabes qui me connaissaient. Je me dis que le travail que nous faisons, que je fais en tout cas, porte fruit à des gens qui le reconnaissent. Et moi, je me fous de ça, je me fous que ça dérange. C'est sûr que le client dérange. J'étais aujourd'hui, avant de vous rencontrer, avec notre frère africain Charles Onana. Nous avons longuement discuté des questions concernant le pays, les pays africains et tout. Et je pense que pour moi, c'est une fierté en fait. Onana, que nous risquons d'avoir très bientôt en interview. Oui. Peut-être en duo tous les deux. Il n'y a pas de problème. Et ça sera peut-être une interview que Roger Moussa je vais faire. Non, moi aujourd'hui, je suis fier d'être avec ces gens parce que ce sont des gens qui ont ils ont cette liberté intellectuelle. Ils ont fait un travail, ils ont été marginalisés. Mais leur travail n'empêche qu'on ne s'attaque pas vraiment à leur travail. Parce que c'est un travail de fond. Le problème aujourd'hui, c'est le terrorisme intellectuel. Vous n'avez pas le droit de remettre en question l'ordre cannibale établi ou une narration de l'histoire qui est fausse. Or, nous ne pouvons plus nous nourrir d'une narration de l'histoire qui n'est pas la nôtre. Voilà pourquoi moi j'ai écrit sur mon pays. Peu importe, on m'attaque souvent. On ne m'a pas encore attaqué sur le contenu. On attaque ma propre personne. Voilà. Et m'associer ou discuter ou avoir comme ami ou avoir comme proche des gens comme Péan, Onana, Soral ou n'importe qui. Colomb, Chomsky. Moi ça ne me dérange pas. J'ai des amis partout. Moi je me considère un peu, je suis congolais bien entendu, mais citoyen du monde, donc je n'ai pas à choisir des amis en fonction de certains intérêts. Donc je me fous de savoir ce que les autres pensent de mes amitiés ou des contacts que j'ai avec ces gens. Vous reprochez aux dirigeants africains d'être ignorants ou de ne pas avoir des connaissances en géopolitique, de ne pas bien comprendre les enjeux de ce qui se passe. À quoi peut-on attribuer cela? C'est la formation universitaire qui est insuffisante ou que les gens n'ont pas su se former par rapport aux enjeux du monde? Non, il y a... avant de parler de la formation universitaire, il faut dire que la plupart de ces chefs d'État sont des anciens, des gens qui ont encore ce complexe de coloniser. Il y a une question de complexe, il y a aussi l'aliénation mentale, et aussi l'aliénation intellectuelle. Penser que la vérité sort de la bouche de ceux que comme on appelle l'homme blanc, ou sort de la bouche de ceux-là qui prétendent être les maîtres du monde. C'est là aussi le problème, parce que aujourd'hui, je vous donne un exemple. Charles Onana me disait aujourd'hui comment parfois ça fait mal de voir comment ces dirigeants africains réagissent quand on leur donne certains conseils, quand on leur dit certaines affaires. Et moi je me rappelle, il y a je crois 2 ans, j'ai été devant des diplomates africains. Et je leur ai dit, on parlait à l'époque il y avait la crise en Côte d'Ivoire, j'ai dit mais vous regardez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça risque d'arriver au Mali et tout ça, la Libye est en train d'être déstabilisée. Mais il y avait cette inconscience-là. Pourquoi? Parce que les gens se nourrissent de quoi? De TV5, de RFI. Ils se nourrissent de tout ça. Et ils ne sont pas prêts à écouter des gens comme Onana, par exemple. Aussi, moi, je leur disais quelque chose, ils vont dire, bon, après tout ça en Afrique. Donc, c'est-à-dire que, comme disait chacun, il y a un problème, c'est que la vérité sonne blanche. Et ces chefs d'État ont pris l'habitude de se ressourcer auprès de ceux-là même qui sont à l'origine des carnages en Afrique. Si ce n'est pas auprès de ces gens, c'est auprès de leurs instruments, leurs médias, leur système académique que nous avons confié sans aucun recul. Nous avons ce que moi j'appelle chez nous des intellectuels maison. Ce sont ces gens-là qui conseillent ces chefs d'État. Mais ces gens-là sortent de la Sorbonne, ils sortent d'Harvard, diplômés, et on dit on va les comprendre. Or, ces gens ont intériorisé des fausses évidences. Ces gens sont devenus des courroies de transmission de l'idéologie dominante. Voilà la réalité. Et ils sont enfermés dans ce carton. On ne comprend pas pourquoi rien n'avance, mais rien ne peut avancer aussi longtemps que nous chercherons à trouver des solutions auprès de ceux qui sont à l'origine des problèmes. Donc voilà. Et comme la tendance dans le droit des cités, c'est de tout ramener au Congo,
Quelle place occupe le Congo sur le plan géopolitique? Pourquoi ce pays est-il, hormis ses richesses, est-il toujours le plus déstabilisé? Alors, vous savez, dans le cas du Congo, c'est assez particulier. Nous étions en conférence avec Cynthia Makiné, l'équipe Armandino à Genève. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis ici en Europe. Et j'avais dit une chose, c'est qu'il faut toujours interroger l'histoire du Congo pour comprendre pourquoi ce pays est dans cette situation. Vous allez voir que de tous les pays africains, c'est le seul pays qui mobilise toutes les puissances. C'est le seul pays africain qui mobilise toutes les puissances en même temps, y compris leur instrument qui s'appelle les Nations Unies. Donc les casques bleus, la mission des Nations Unies qui se trouve chez nous. C'est un pays qui est très important sur le plan stratégique. Mais aussi, pour les Occidentaux, il faut empêcher l'Afrique de se développer. Et pour l'empêcher, il faut tenir le Congo dans cette situation. J'ai lu un jour un document de la Rand Corporation. J'ai été étonné de constater que pour ces stratèges-là, le Congo n'a pas seulement 9 voisins. Et ils disent que le Congo a 27 voisins. Donc en fait, ils regardent le Congo, les voisins du Congo, et les voisins des voisins du Congo. Et ils savent que si le Congo se sortait de ce carcan et se développait, il y aura ce qu'ils appellent l'effet domino. Et ils ont analysé cet effet domino, ils ont dit directement ces 27 pays qui peuvent être touchés. Et ces pays peuvent contaminer les autres pays. Voilà pourquoi il faut garder le Congo dans cette situation. Et on s'arrange pour que les gens ne comprennent pas tout ce qui se passe dans ce pays. Quand vous regardez la situation congolaise, vous vous rendez compte d'une chose. Les Africains sont ceux qui ignorent plus de la situation congolaise. Et les puissances occidentales tiennent à ce que cette situation perdure et que les gens ignorent les réalités profondes de cette crise. Aujourd'hui, je suis content de voir que de plus en plus d'Africains essaient de s'interroger sur la situation congolaise, mais je crois aussi que la responsabilité première reviendra toujours aux Congolais eux-mêmes. Comment voyez-vous l'avenir proche du Congo? Non, moi aujourd'hui je suis très optimiste, pas parce qu'il y a des gens qui crient dans la rue, mais parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a une jeunesse qui prend conscience des enjeux et qui n'est plus prête à faire des concessions par rapport aux intérêts du Congo. Je parle de cette minorité consciente et agissante. J'aime beaucoup parler de cette minorité parce que c'est cette minorité-là qui va impulser ce que j'appelle la mécanique révolutionnaire. Et la masse se prépare à cette mécanique-là pour qu'ensemble, on puisse avoir une vraie révolution, c'est-à-dire un changement de système. Comment expliquer qu'un pays qu'on dit démocratique, les États-Unis, qui qu'on qualifie de fois d'amis du Congo, entre guillemets, puisse avoir ce comportement? Est-ce que si on doit piller les matières premières d'un pays, est-on obligé d'assassiner sa population? Comment expliquez-vous tout ce mort qu'il y a eu au Congo? Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Non, le problème c'est que nous ne devons pas être surpris par l'attitude américaine. Quand je pose la question de savoir qui nous agresse, le Congolais dit c'est le Rwanda. Non, ce sont les États-Unis et leurs alliés qui nous agressent à travers le Rwanda et l'Ouganda et un peu le Burundi. Voilà la réalité. Et le capitalisme, par essence, est un système qui est criminel. Dès lors que nous, aussi longtemps que nous, Africains ou Congolais, aussi longtemps que nous ne comprenons pas que la première manifestation de ce système, méphistophélique, c'était l'esclavage, nous serons toujours là à écouter leurs discours mensongers et flatteurs qui parlent de démocratie mais qui n'y croient pas et qui utilisent la violence pour exploiter les peuples des autres territoires. Si nous repartons un coup d'œil sur le rétroviseur de l'histoire, nous montre que le système américain a été construit sur des injustices, sur des guerres, sur des génocides. Donc c'est ça la réalité. Et donc pour que leur système perdure, il faut des guerres, il faut que les gens meurent au Congo. Malheureusement, ces choses-là ne s'expliquent pas dans leurs écoles. Voilà pourquoi je dis que quand nous sortons de leurs écoles, avec des préceptes, avec des fausses évidences, que nous intériorisons et que nous croyons que la solution de nos problèmes se trouve en Occident, nous faisons erreur. Le problème se trouve en Occident, la solution se trouve au Congo, dans le chef de chaque Congolais. Les États-Unis est un pays, et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est un Américain qui le dit, Noam Chomsky. Il dit c'est un pays qui est dirigé par des fascistes.
Et nous allons vers ces fascistes-là pour trouver des solutions aux problèmes que ces fascistes nous ont imposés. Voilà la réalité. Donc pour moi, la position américaine de M. Conger, c'est une position qui rencontre les intérêts des États-Unis. Bien entendu, on n'a pas besoin de tuer des gens pour exploiter leurs ressources. Mais eux, le système veut que des gens meurent pour qu'ils puissent avoir de ressources. Mais vous êtes allé jusqu'à leur contester les titres qu'on leur attribue du pays le plus riche du monde. Non, mais j'ai contesté ça simplement parce que nous devons nous intéresser aux faits. Moi, quels sont ces faits? Non, mais j'ai posé une question très simple. Voilà. J'ai dit, comment un pays qui a une dette de 16 000 milliards, je dis bien 16 000 milliards, et les ménages ont une dette de 14 000 milliards, donc nous avoisinons les 30 000 milliards. Un tel pays qui a une telle dette se considère comme la première puissance économique du monde. Non, c'est une escroquerie intellectuelle. Et on trouve des contorsions intellectuelles pour nous expliquer cette réalité. Voilà pourquoi j'ai produit un papier pour expliquer l'origine de l'hégémonie économique des États-Unis, qui ne repose pas sur des principes économiques qu'on enseigne, mais qui repose sur des guerres, qui repose sur des conciliabules, des histoires secrètes, et pour en arriver là. Et donc, vous allez prendre un pays comme la Chine, qui a 3500 milliards de réserves. Okay? Ce pays a 3500 milliards de réserves. Et vous avez devant vous un pays qui est endetté jusqu'à l'os. Et qui, pour fonctionner, doit toujours relever son plafond de la dette. Et vous dites que ce pays-là est la première puissance au monde. Non, c'est comme ça qu'on mystifie les Africains. C'est comme ça qu'on nous mystifie nous. Parce que la réalité américaine ou occidentale qu'on nous impose, ce n'est pas pareil chez les Chinois. Vous pensez que les Chinois considèrent les Américains comme une première puissance économique mondiale? Non, ils s'en moquent. Ce sont eux qui prêtent. Ce sont eux qui ont le cordon de la bourse. Mais nous sommes mystifiés parce que nous sommes passés par leur système, nous sommes passés par leurs écoles, nous suivons leur télé. Voilà pourquoi nous sommes constamment mystifiés et nous sommes aliénés tant sur le plan culturel que sur le plan intellectuel. C'est ça le problème. Voilà, nous avons survolé très rapidement, mais de façon concise, précise avec Mbeko, quelques sujets d'actualité en rapport avec la géopolitique. Le sujet est quand même assez profond. On pouvait continuer de parler de l'Union européenne, de la qui Chine, serait une colonie des États-Unis, du Dalai Lama qui a reçu un prix Nobel, il y a eu des bisbis derrière et tout ça. Mais bon, les intérêts qui l'entourent, il a été financé par des intérêts américains liés à la CIA, l'Union européenne qui est une création des États-Unis parce qu'il y a un accord secret. Il y a un accord secret dans les clauses du plan Marshall. Il y avait une clause secrète qui portait sur la création de l'Union européenne. Donc il y a toutes ces affaires-là. Et ça, ne soyez donc pas surpris si vous avez une Europe qui s'est fait espionner par les États-Unis sans trop crier. Voilà, donc c'était Droit de citer avec Patrick Mbeko. Ce n'est pas la dernière et je pense que dans un avenir relativement proche, on aura encore Mbeko et Onana et c'est ça aussi ce dont nous avons besoin pour grandir intellectuellement. Au revoir. Contactez RM Communication au numéro qui s'affiche.